Et coucou YouTube, comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en live avec un nouveau Litté Rétro, bah oui, premier jeudi du mois, voilà, enfin à l'heure où je tourne, hein, bien sûr. Euh, cette année, oui, je suis fatiguée, alors je vous préviens, ça va être compliqué ce soir, parce que voilà, j'ai eu une journée difficile et je suis un peu fatiguée, j'ai pas du tout eu le temps de réviser quoi que ce soit, donc ça va être un peu rapide. Pour une fois, vous aurez peut-être une vidéo pas trop longue. Et surtout, voilà, je risque de dire des conneries ou quoi, donc désolé d'avance. Mais donc, ce mois-ci, c'est l'année 1984. Voilà, comme le roman de George Orwell. Donc l'année 84, elle est surtout, voilà, en me renseignant un petit peu là-dessus, ce qui est marrant, hein, c'est qu'on pense à George Orwell, donc on pense science-fiction, dystopie, tout ça, mais en fait, l'année 1984, elle a surtout été marquée par la fantasy. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, j'ai trouvé très peu de SF. C'est vrai que dans les littés rétro, on a l'habitude d'avoir beaucoup de SF, et là, bah, il y en avait très peu. Il y avait énormément de fantasy. Alors, dans la sélection, il n'y en a pas tant que ça de la fantaisie, mais parce que c'est beaucoup d'ouvrages, c'était beaucoup d'ouvrages mineurs, beaucoup de recueils de nouvelles, etc. Donc bon, je les ai pas mis. Mais voilà, c'était juste pour signaler ça, que c'était vraiment une année fantaisie. Donc oui, je suis en live là avec, comme d'hab, hein, et puis la petite nouveauté, du coup, donc vous l'avez peut-être vu avec les sorties, hein, mais maintenant je mets le live, j'ai modifié un petit peu le diaporama. Alors il y a moins, il y a plus tous les mots-clés et tout ça, mais à la place, j'ai mis le chat. Je me suis dit que c'était intéressant de voir les réactions comme ça. Et voilà, et bien écoutez, je vous propose d'attaquer tout de suite avec donc le diaporama. Ah oui, on va enlever le gif, c'est ça que j'ai oublié de faire aussi, parce que ça rame un petit peu. Avec le diaporama donc du récap. Donc voilà, vous voyez, c'est très. Là, on est assez éclectique au niveau des genres. Voilà, il y a 20 titres, hein, en tout. On est assez éclectique au niveau des genres. Il y a un peu de tout. Et puis, alors, on n'est pas encore à l'égalité, hein. On est à 2 tiers, un tiers. Mais quand même, il y a déjà un peu plus d'autrices que d'habitude. C'est déjà ça. Alors, c'est peut-être parce qu'on avance vers les années 2000, mais quand même. Euh, voilà. Et puis, bon, pour les pays, domination des États-Unis, hein, c'est malheureusement souvent le cas. Voilà. Et bon. Ouais, la Smala habituée. Ouais, c'est clair, il y a toujours les habitués, voilà, qui sont toujours fidèles au poste. Ça me fait beaucoup plaisir. C'est très français, ça. Ça me fait très, très plaisir, en tout cas. Ouais, un seul horreur. Et puis bon, est-ce qu'on devinerait pas qui c'est un peu l'auteur? Parce que forcément, on y a droit dans tous les littés rétro. Il y a un auteur, en tout cas, tout ce qui est années 70, 80, 90, je pense que voilà. Alors, il y a pas, alors, il y aura pas de Daniel Pénac cette fois, mais sachez qu'il y était quand même, hein, mais juste comme c'était une œuvre mineure, je l'ai pas mise. Mais voilà, il y a deux auteurs qui sont toujours là à chaque fois. Bref, allez, on attaque. On attaque et on commence. Alors, je crois que c'est peut-être le plus connu de la sélection, mais il arrive en premier. C'est par ordre, je précise, hein, c'est par ordre alphabétique des titres. Je m'embête pas. Et donc, le premier, ben, A comme amant, évidemment. De Marguerite Duras, que je n'ai pas lu, hein, qu'il faudrait que je lise un jour, peut-être, ça serait pas mal. Donc, on est sur une autofiction, c'est-à-dire que c'est raconté de façon autobiographique par l'autrice, mais voilà, c'est romancé, c'est partie inventée. Et donc, en gros, elle nous raconte un peu son enfance et son adolescence en Indochine française, donc à l'époque où voilà, l'Indochine était une colonie française. Ah oui, c'est vrai, Mathilde. Ah, c'est vrai, tu vas le lire pour le Lison l'Asie. Ben oui, c'est vrai que l'amant rentre dans Lison l'Asie, effectivement, vu que ça se passe en Indochine
Donc c'était si je me trompe pas, c'était une province du Vietnam à cette époque-là, hein. Et donc, voilà, elle va donc un récit marqué par deux événements majeurs, la traversée du Mékong pour aller à Saigon, où se trouve l'école donc de l'autrice à l'époque, et puis bien sûr bah, son séjour dans cette école, et évidemment, d'où le titre, son histoire d'amour avec un riche chinois. Voilà, donc pas mal de thématiques hein, dans ce livre. Et oui, voilà, ben, je l'ai marqué. C'est marqué, Adeline. Voilà, et oui, évidemment, il y a eu donc la fameuse adaptation par Jean-Jacques Hano, L'Amant. Voilà, voilà, voilà. Pour information, il y a même eu une adaptation aussi en bande dessinée d'ailleurs, au passage. Donc voilà pour celui-ci, mais moi il fait partie de mes 100 livres à lire. Voilà, j'avais fait une petite liste, d'ailleurs j'avais dû la poster sur YouTube aussi, hein, si jamais ça vous dit, je crois que j'avais fait 50 et 50. Mais voilà, ça en fait partie évidemment, il faudra que je lise ce grand classique. T'as lu et bien aimé. Je sais que c'est la fille de Rochelle qui est extrêmement fan de Marguerite Duras, c'est son autrice préférée. Donc, du coup, elle m'avait bien hypée pour la lire. Surtout qu'elle est très féministe, en plus, la fille de Rochelle. Donc, bon, je me suis dit, ah, c'est que quand même, ça doit être, doit être intéressant à ce niveau-là. Voilà, t'inquiète, Adeline. Oh, bah, c'est pas moi qui vais te jeter la pierre. Hein. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Allez, la suite. Donc, eh ben, on part justement sur de la fantasy et plus précisément de la dark fantasy. Alors, je vous ai mis la couverture de La Talente, mais sachez que c'est sorti dans ces éditions. Alors, je sais plus. Je sais plus la maison d'édition. Les éditions d'intégrale de Robin Hobb, il y en a plein comme ça là. C'est sorti dans ces éditions-là, en version intégrale, pareil. Donc en fait, c'est le premier tome, la compagnie, j'ai oublié de dire le titre et l'auteur évidemment, La Compagnie Noire de Glenn Cook. C'est un premier tome d'une trilogie, mais il y a encore, je crois qu'il y a encore deux autres trilogies derrière. Enfin voilà, c'est un gros cycle. En gros, voilà. Si je me trompe pas, hein, c'est un truc du genre. Ouais, c'est ça. Voilà, non, alors en fait, c'est ça. Donc, j'ai retrouvé le truc. Donc, il y a une première trilogie. Donc, c'est le cycle de la Compagnie Noire. Il y a une première trilogie qui s'appelle Les Livres du Nord. Et la Compagnie Noire, c'est le premier tome. Ensuite, il y a Le Château Noir, la Rose Blanche. Ensuite, il y a un spin-off qui s'appelle La Pointe d'Argent. Et après, il y a une duologie qui s'appelle Les Livres du Sud. Donc, Jeux d'ombre et Rêves d'acier. Et enfin, une quadrilogie, visiblement, qui s'appelle Les Livres de la Pierre Scintillante. Et donc là, il y a Saison funeste, Elle est les ténèbres, L'eau d'or et Soldat de pierre. Voilà, pour précision sur tout ce cycle de la Compagnie Noire que je ne connais absolument pas, honnêtement. Voilà. Donc Glenn Cook, je connais de nom, mais sans plus. Voilà, auteur célèbre pour ses écrits, pas seulement de fantasy, aussi de science-fiction et de polar. Voilà. Alors Glenn Cook, peut-être ça me parle plus au niveau polar. Et du coup, de quoi ça parle? Voilà, ça va être compliqué de résumer, surtout que le résumé raconte absolument tout le livre. En fait, voilà, on nous dit, pour faire simple, on nous dit que ça relate l'engagement de la compagnie, donc la fameuse compagnie noire, dans l'œuvre de la dame et de son empire. Je vous lis vite fait, hein, c'est pas le résumé, c'est un peu la présentation du livre. De l'épique combat avec le Fort Valaka, aux marées humaines escaladant les remparts de charme, des hivers de tempête dans les sombres cités du Nord, aux mystérieuses querelles des asservis, la compagnie noire compte les aventures d'une bande de mercenaires engagés dans l'histoire la plus fabuleuse depuis 4 siècles. Voilà, donc c'est un récit très épique et dark, hein, visiblement. Mais moi, je connais pas du tout. Donc, il y en a peut-être qui connaissent.
Ah bah, c'est peut-être la Talente, ouais, en fait, Elsa, parce que là, c'est la Talente aussi, mais peut-être que effectivement, c'est toujours la Talente qui fait ses intégrales comme ça. J'étais à deux doigts de m'agacer. Coucou Silou! Ah, bah peut-être, hein. Peut-être, peut-être. Donc voilà pour Ah bah voilà, tu les as. Ça m'étonne pas de toi. Ben voilà, tu sauras, en tout cas. Ensuite, alors, Dieu sait que je n'aime pas cet auteur, le personnage en tout cas, voilà. Mais bon, je l'ai mis parce que voilà, c'est quand même un roman marquant, c'est quand même un auteur marquant. L'Enchanteur de René Barjavel. Et donc en plus, voilà, c'est une réécriture, une réinterprétation des légendes arthuriennes en fait. Voilà. En particulier évidemment celle des Chevaliers de la Table Ronde. Et c'est Merlin l'Enchanteur, bah, d'où le titre, hein, évidemment, qui est donc le personnage principal. Voilà. Donc bon, là, on n'est pas dans les thématiques un peu chères à Barjavel d'habitude, hein, on est plus dans un truc, donc on nous dit que c'est un peu de la fantaisie aussi, mais on dit que c'est plutôt du merveilleux. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, en fait, il a repris la légende arthurienne du point de vue de trois auteurs. Donc, il y a Geoffroy de Monmouth, il y a Chrétien de Troyes, donc on connaît hein, évidemment, et Robert de Boron. Voilà, Robert de Boron, c'est celui qui a écrit Merlin. Voilà. Voilà, et puis donc, en fait, il a essayé de faire quelque chose d'un peu plus moderne, avec un ton plus léger aussi, mais sans pour autant s'éloigner de la trame principale. Voilà, en gros, je vais pas rentrer dans le détail du résumé, je pense que vous connaissez un petit peu quand même. Bon, toi, Prissy, hein, je te pose pas la question. Voilà. C'est vrai? Putain, tu sais que t'es la première personne, Mathilde, à me dire que tu n'as pas aimé La Nuit des Temps. J'ai l'impression que ce livre, tout le monde l'adore, tout le monde le surkiffe. Et du coup, je sais pas, ça me fait plaisir, parce que j'aime tellement pas, ça se trouve, j'aimerais hein, La Nuit des Temps, mais j'aime tellement pas, voilà, cet auteur. Et puis bon, combien de fois j'ai vu des gens faire des retours sur le problème de sexisme hein, de cet auteur, notamment, bon, de conservatisme aussi. Alors j'aime bien parce que je vois, oui, c'est plus moderne, ouais, super. Bon, quand tu connais le personnage, ça doit pas être si moderne que ça. C'est SF, La Nuit des Temps. C'est de la SF. Ouais, non, mais c'est ça, moi non plus précis, mais c'est vrai que oui, du coup, si on aime effectivement les légendes arthuriennes, du coup, ça peut être intéressant de lire celui-ci. Mais moi, après Barjavel, bon, voilà. Tu me diras si un jour tu le lis, du coup, ce que t'en as pensé. Bah normal, c'est Brocéliande, Steph, du coup. C'est hyper malaisant. Enfin, je suppose que t'as voulu dire malaisant, parce que malfaisant. C'est vrai? C'est vrai, Elsa, c'est hyper malaisant? Non, mais c'est intéressant. Mais comme quoi, voilà. Comme quoi, détacher l'œuvre, séparer l'œuvre de son auteur, c'est pas forcément évident quand l'auteur il met de ses idées dedans. T'as un roman avec le dernier des descendants d'Arthur. Ouais, il y a tellement, en même temps, il y a tellement de romans qui reprennent les légendes arthuriennes et plein de personnages différents, des réécritures, enfin voilà quoi, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Et ouais. Oui, c'est sûr que c'est. Oui, non, mais que ce que je veux dire, Prissy, je parle pas de par rapport à l'époque. Oui, c'était peut-être moderne pour l'époque, mais surtout que le personnage, enfin le personnage, c'est pas un personnage, c'est un homme. L'auteur Barjavel, il était très 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 conservateur. C'est pour ça que même pour l'époque, je suis pas sûre que c'était si moderne que ça, quoi. Si tu vois ce que je veux dire, voilà.
C'est comme si aujourd'hui on te disait, je sais pas, Zemmour, il a fait une réécriture moderne de, je sais pas moi, de 50 nuances degrés. Tu vois, c'est pas possible. À un moment, bon, ça devient compliqué là. Ah oui. Ah, ça se passe dans notre époque, ok. Bon, ouais, ça m'étonne pas. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Bref, voilà. Voilà pour celui-ci. Alors, ensuite, on change un petit peu de style avec un petit polar. Un enfant pour un autre de Ruth Rendell. Donc, vous connaissez forcément Ruth Rendell. Hein, elle est quand même extrêmement connue. Je crois pas que je l'ai déjà lu, cette autrice, en vrai. Je suis pas sûre de l'avoir déjà lu. Non, je pense pas, je m'en serais souvenu. Mais c'est vrai qu'elle est. Mais c'est le genre d'autrice qui a tellement fait de livres que tu sais pas par quoi commencer. Puis j'ai toujours peur que ça aille mal vieilli aussi, donc voilà. Bref. Donc il a remporté un prix, le Silver Dagger Award. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est un prix. Et du coup, donc on nous dit que on va suivre une adolescente de 14 ans, Bennett, qui a failli être tuée par sa mère, qui s'est jetée sur elle. Bon, elle s'en est sortie et quelques années plus tard, c'est devenu une romancière à succès. Et une jeune femme indépendante, elle a un fils de 2 ans qu'elle élève toute seule, par choix d'ailleurs, c'est bien, c'est féministe un peu. Ses parents sont partis vivre en Espagne. Voilà, elle a plus de contact avec sa mère depuis des années. En même temps, si elle a essayé de la tuer, tu m'étonnes. Et un jour, elle va la voir ressurgir. Donc sa mère, hein, elle est toujours sous traitement pour des problèmes donc psychiatriques. Hein, et elle est venue à Londres pour passer des examens, justement. Et donc sa fille en a peur. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'à mon avis, ça résume tout le livre. Mais voilà, donc on n'est pas vraiment du polar. J'ai mis roman policier parce qu'il y avait marqué roman policier, mais en fait, on est plus dans un thriller psychologique au final. Hein, c'est clairement ça. On est clairement dans du thriller psychologique. Faut arrêter de mettre n'importe quoi Wikipédia. C'est pas un roman policier. Bref. Non, Babs, t'inquiète. Bah, on peut ne pas connaître. Hein. Ah d'accord, ok. Ah, ça peut être intéressant, ouais, précis. Carrément. Coucou Choutrix, ça fait longtemps, comment tu vas? J'espère que tu vas bien depuis le temps. Et coucou Aimé, j'espère que vous allez bien les filles. On est en plein littérétro un peu fatigué, un petit peu bâclé, mais bon, on fait, on fait comme on peut. Toi, t'aimes bien Adeline, cette autrice? Ouais, peut-être un jour. Franchement, un jour, faudrait que je me fasse un trip de tenter des vieux auteurs, des vieilles autrices comme ça qui ont beaucoup marché. Je sais pas. Ouais, ça va, je suis un peu éclataxe, mais ça va. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors de nouveau, un roman fantasy avec... Alors, il a 2 titres en fait, ce livre. Donc, La forêt des Mythagos de Robert Holstock, ou également appelé La forêt des Mythimages. Voilà. D'ailleurs, c'est Mythago Wood et pas Mythagos Wood. Hein, mais en plus, j'ai mis tout au pluriel. Mythagos Woods. Non, c'est Mythago Woods. Pardon. Voilà, pour vous dire mon niveau de fatigue. Donc, il a remporté le prix World Fantasy du meilleur roman en 1985. Et donc, en fait, dans ce roman, ça se déroule... alors, ça se déroule dans un vrai lieu à la base, en tout cas, puisqu'on est dans le Herefordshire, au Royaume-Uni, entre 1946 et 1948, dans une forêt ancienne.
Voilà, mais on est quand même dans un truc de fantaisie, puisque évidemment, donc il va y avoir des créatures. Je sais pas, normalement, techniquement, ça devrait être du fantastique et non pas de la fantaisie. Je dis ça, je dis rien. Mais le livre, il est classé fantasy, donc voilà, il a même gagné le prix World Fantasy. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc en fait, on va suivre une famille, la famille Huxley. Donc en particulier Stephen qui fréquente la forêt et ses habitants magiques. Voilà, lui en fait, il est revenu chez lui après avoir combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et il va retrouver son frère aîné, Christian, qui vit désormais seul dans la maison familiale. Leur mère est morte quelques années plus tôt et leur père récemment. Et donc Christian, lui, y rencontre régulièrement l'un des mythimages, voilà, des mythimages qui vivent dans la forêt. Ce sont des êtres magiques issus de l'inconscient collectif, des mythes et des légendes, voilà, qui prennent corps dans cette forêt. Et donc Christian va raconter ses rencontres à Stephen, et donc évidemment l'autre il va pas le croire, hein. Mais sauf qu'ils se rappellent qu'ils en ont déjà vu dans leur enfance, mais leur père leur avait expliqué que c'était en réalité des gitans qui passaient par la forêt. J'adore. Donc voilà, et donc en fait, voilà, on va suivre. Je ne vais pas trop en dire plus pour pas risquer de spoiler. Mais voilà, ça fait un peu Arthur et les Minimoys, je trouve, ce genre de choses. Je sais pas, mais bon là c'est plutôt de la fantaisie adulte, hein. On n'est pas dans un truc jeunesse a priori, hein. Donc voilà. J'imagine qu'il va quand même y avoir des trucs un peu. Je saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire. Moi, c'est pas le genre de truc que je kiffe personnellement, mais je vous le propose. Voilà. Je sais pas. Alors, il a été évidemment adapté en France. Hein, vous pouvez le trouver chez Folio, mais je sais pas en quelle année c'est paru. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Je sais pas en quelle année il a été traduit pour la première fois en France. Voilà. Oui, on peut le trouver. On peut le trouver. Après, c'est vrai que quand il y a des vieilles couvertures comme ça peut être des livres qui ne sont pas réédités, mais qu'on peut trouver d'occasion, quoi. Éventuellement. Voilà. Voilà, voilà. Allez, ensuite. Alors, on change un peu de style avec Journal d'un oiseau de nuit de Jay McInerney. J'ai pas trouvé une meilleure couverture. Pareil, celui-là, est-ce qu'il est réédité? Très bonne question. Donc, c'est le premier roman de cet écrivain. Et en fait, voilà, je l'ai mis parce qu'il a tellement connu un succès à sa sortie qu'il a initié un nouveau groupe littéraire qui s'appelle le Brat Pack, qui est en fait des écrivains, un nouveau genre d'écrivains. Alors comment vous décrire ça? Bah, en fait, oui, c'est des écrivains qui sont allés un peu dans les mêmes thématiques, donc bah, que vous devez connaître, par exemple Bret Easton Ellis, donc il y a lui, hein, Jane McInerney. Bon, après, les autres, je les connais pas trop aussi. Il y a Peter Farrelly quand même. Et il y a Donna Tartt aussi. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Attends. Voilà, c'est un cercle littéraire en fait, en gros, hein, un cercle d'auteurs. Voilà, qui se connaissaient bien. Ouais, au final, c'est surtout parce qu'ils se connaissaient tous. Ça me fait un peu penser au livre Lumiko. Je sais pas si vous vous souvenez de ce livre que j'avais lu où il y avait un cercle d'écrivains comme ça. Donc, voilà, c'était juste ça. Et en fait, c'est Jay McInerney qui en est à l'origine avec le succès de son livre. Où en fait, on va suivre un jeune New-Yorkais qui est confronté à la mort de sa mère et à l'influence croissante des drogues. Voilà, ça a l'air très 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 joyeux. C'est un peu un roman noir, hein, finalement. Voilà. Donc il est pas le narrateur en fait, on n'a pas son identité, on ne connaît pas son identité.
Et il s'exprime à la... Voilà, c'est la particularité du roman, il s'exprime à la seconde personne du pluriel. Voilà, c'est très bizarre en fait. Donc il dit vous. Voilà, donc c'était un livre particulier qu'il fallait que je mette parce qu'apparemment il a marqué. Ah, tu l'as lu toi, cet auteur, Elsa? Oui, la couverture est un peu moche, effectivement. En même temps, c'est un peu kitsch années 80, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà. Ouais, ça m'étonne pas, Adeline. Bah écoute, si tu le lis, tu nous en diras des nouvelles. Ouais, c'est typiquement, c'est vrai que c'est un peu, ça fait un peu penser à du Bret Easton Ellis aussi, oui. C'est typiquement le, comment, la jeunesse américaine désabusée, quoi. Enfin, jeunesse d'ailleurs, c'est pas forcément la jeunesse, mais si un peu, mais voilà. Ces Américains qui auraient voulu réussir et tout ça et qui sont complètement désabusés, qui tombent dans la drogue, etc. Bon, c'est des thématiques qu'on trouve un peu souvent dans les romans noirs américains finalement. Voilà. Mais je connaissais pas du tout cet auteur. Tiens, d'ailleurs, je regarde ce qu'il a fait au passage. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, voilà, c'est un pote de Bret Easton Ellis et Donna Tartt. Ok. 30 ans et des poussières. Jours enfuis. Prix Fitzgerald, d'accord. Ouais, bon, il y a plein de titres, mais j'avoue que ça me parle pas trop trop. Mais ok. Il a fait des essais sur le vin. Ah, le mec est un fan de vin, il a fait 3 essais sur le vin quand même. 3. C'est un ouf. Voilà, et donc il a adapté, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est vrai, c'était marqué dans le truc, il a adapté lui-même son roman, en fait. Donc il a pas réalisé, mais il a scénarisé, il a écrit le scénario, et donc c'est James Bridges qui a réalisé le film. Et donc le titre en français du film, c'est Les Feux de la nuit. Sachez-le. Voilà. Voilà, voilà. Pour votre information. Ok. Ok, Elsa. Ah oui, forcément. Allez, ensuite. Alors, on repasse à la fantasy avec Legend de David Gemmell. Donc, pareil, un auteur très très connu hein, dans le milieu, en tout cas. Donc, c'est son premier. C'est son premier roman, hein, Legend, et son premier, le plus célèbre apparemment aussi. Voilà, donc il va le propulser comme auteur majeur de la fantasy et qui va présenter un personnage qui reviendra dans dans certains de ses romans ultérieurs. Donc il s'agit de Drus la légende, d'où le titre aussi. Oui, j'ai dit Legend parce que c'est légende du coup en français évidemment. Hein. Le titre original c'est Legend. Voilà, en fait, ouais, alors il a commencé à écrire, on nous dit, voilà, c'est des petites anecdotes autour du livre, il a commencé à écrire ce livre en 76 parce qu'on lui a suspecté un cancer. Et donc, pour s'occuper un peu l'esprit, pour pas penser à son cancer, ben, il s'est mis à écrire son livre. Et, et en fait, il y a un ami à lui qui a lu son manuscrit et qui a dit que voilà, il y avait vraiment du potentiel. Et du coup, David donc, a réécrit le livre et voilà, et donc il a pu être édité. Et il a reçu un prix qui s'appelle le prix Tour Eiffel, sachez-le. Voilà. Et donc de quoi ça parle Alors, par contre, il nous récite absolument tout le livre. C'est le problème. Il nous récite tout le livre. Donc je vais pas essayer de faire un pitch parce que là on a prélude, la guerre, épilogue. Voilà. Donc si je vous dis le prélude, ça va pas trop vous parler, mais si je dis le reste, ça va spoiler. Donc voilà. En gros, mais on est dans un empire, on a des tribus
qui ont été unifiés par un seigneur de la guerre, voilà, qui s'est donc forgé un énorme empire. On a le chef de l'empire qui est menacé, qui essaye de négocier des nouveaux traités avec l'autre. Et donc il y a une guerre qui va se préparer. Bon voilà, c'est un truc un peu politique, hein, évidemment. Voilà ce que je peux vous en dire. Je lui laisse le vin. Ok, ok. Voilà pour celui-ci. Ensuite, autre style, on est dans un roman noir, mais avec un auteur encore extrêmement connu. Il s'agit de James Ellroy, avec Lune sanglante, qui est en fait consacré à un personnage qu'on va retrouver dans 2 autres romans. Donc en fait, ça va être une genre de trilogie avec le même personnage, le personnage de Lloyd Hopkins. Et donc les 3 romans, c'est Lune sanglante, À cause de la nuit et La colline suicidée. Et donc dans ce roman, on va suivre un auteur de poèmes qui est amoureux de l'artiste en herbe de son lycée, Cathy. Et en fait, il va être piégé par 2 de ses camarades qui vont se faire passer par la jeune femme et vont le violer. Et 20 ans plus tard, donc ensuite ça se passe 20 ans plus tard, le poète est devenu un photographe, mais il est aussi devenu un tueur obsessionnel. Il repère des jeunes femmes seules, pénètre leur intimité et les assassine en faisant passer leur mort pour un suicide. Et en fait, à chaque crime, il va envoyer un présent à Cathy, qui est devenue libraire. Alors, est-ce qu'il pense que Cathy, du coup, est à l'origine de son viol? Je ne sais pas. Que du coup, c'est un peu un genre de vengeance de sa part. Je ne sais pas. Mais voilà. Et on nous dit qu'il est doté d'une intelligence remarquable et obsédé par le crime et le sexe. Voilà, super. Il a l'air très sympathique, ce jeune homme. Et du coup, Lloyd Hopkins, évidemment, c'est pas lui. Hein, voilà, c'est un flic hein, qui va tenter. Enfin, oui, c'est ça, je pense que c'est un flic, on ne précise pas, mais qui va tenter de l'arrêter. Voilà. Je sais pas si quelqu'un l'a lu, celui-ci. Ah bah oui. Moi, ça me fait penser à la lune de sang dans Zelda, mais... la lune de sang. Ah oui, t'en as deux. Mais moi, je dois les avoir aussi en vrai parce qu'on en a pas mal des... On a pas mal des romans de James Ellroy. Mais le truc, c'est que James Ellroy, j'ai lu Le Dahlia Noir, j'ai pas aimé du tout. Et depuis, j'ai un peu peur de relire cet auteur. Voilà. Je sais, c'est con, mais voilà. Mais je dois certainement l'avoir. Parce que je sais que Kim, à un moment, il les achetait, on les trouvait d'occasion et il avait acheté un peu toute la collection. Voilà pour celui-ci. Ensuite, allez, on entre dans mon domaine de prédilection avec un manifeste... c'est pas un, c'est Manifeste Cyborg de Donna Haraway, qui est un essai féministe. Alors par contre, je sais pas, on nous dit qu'il a été traduit en français en 2002, mais on ne nous dit pas dans quelle maison d'édition. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, visiblement, c'est Exil, celui-ci. D'ailleurs, c'est une anthologie, visiblement, la couverture que j'ai mise là. Donc, alors, par contre, honnêtement, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris au concept, à la théorie, en fait, de Donna Haraway sur le cyborg. Donc, j'ai compris que son but, en fait, c'était un peu de sortir du côté essentialiste du féminisme, pardon. C'est-à-dire, voilà, nous explique que on n'est pas de nature, enfin voilà, on n'est pas né comme ça, comme Simone de Beauvoir l'a dit, voilà, on ne naît pas femme, on le devient. Les hommes sont pas comme ça et les femmes sont pas comme ça de façon innée, c'est la société qui nous construit, en fait. Donc ça, ok, ça je comprends. Après, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ce délire du cyborg.
Alors on comprend que c'est parce que du coup, effectivement, la société nous construit et donc en fait, on construit comme si on était des robots. C'est un peu ça. Donc je comprends ça. Mais comment c'est expliqué? Donc moi, ce que je vais faire, si jamais, parce que moi ça m'intéresse hein, personnellement, mais bon, je sais pas si ça vous intéresse vous. Mais si ça vous intéresse sa théorie du manifeste Tibor, je vais vous mettre le lien de la page Wikipédia qui détaille vraiment. Voilà, donc c'est une critique, oui, effectivement, c'est une critique du féminisme traditionnel, hein, de l'époque, hein, en tout cas. Voilà, bon, maintenant, on a pas mal évolué sur ces questions, donc au final, on est assez d'accord avec ça. Mais voilà, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, donc il y a il y a plein de sous-théories, etc. C'est très particulier. Mais voilà. Ouais, à se demander du coup si elle s'est pas inspirée de ça, Virginie Despentes pour le King Kong Theory. Mais salut Stéphane, t'arrives quand on parle de féminisme, toi évidemment, c'était évident. C'est évident. Surtout que le diaporama qui suit, c'est enfin la slide qui suit, c'est aussi un essai féministe. Ils sont tous les deux d'affilée. C'est le hasard de l'ordre alphabétique. Donc le deuxième, du coup, c'est De la marge au centre de Bell Hooks. Bell Hooks, que je n'ai toujours pas lu et qui est pourtant une très grande militante féministe qui a beaucoup théorisé là-dessus. Et en particulier, donc là c'est notamment l'œuvre le principe de ce livre-là, c'est en particulier sur l'intersectionnalité. Donc ce qu'on appelle, en l'occurrence là aujourd'hui, la misogynie noire, donc c'est-à-dire le fait que les femmes noires subissent un sexisme différent encore du fait qu'il soit lié au racisme. Et donc surtout là, en fait, dans De la marge au centre, elle invite évidemment les féministes à inclure les femmes noires dans leur mouvement, voilà, puisqu'elle considère que, alors c'était à l'époque, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais heureusement on progresse. Voilà, les femmes noires sont évidemment en marge, d'où le titre de la lutte. Elles sont invisibilisées et ignorées, et voilà. Donc toute la thématique de cet essai. En particulier en Amérique, évidemment, puisque c'est une autrice américaine, hein, donc forcément, elle va s'intéresser surtout à ce qui se passe en Amérique, où le racisme a un tout autre, une toute autre ampleur là-bas, hein. En fait, on a des histoires assez différentes, hein, finalement. Mais voilà. Voilà pour celui-ci. Stéphane, tu me fais rire. Non, mais un jour, il faudrait que tu lises un petit essai hein, pour voir Stéphane, quand même. Quand même. Juste histoire de. Ah oui, mais je me disais aussi que tu n'avais pas réagi, ça m'étonnait. Ça m'étonnait que tu n'aies pas réagi sur le David Gemmell ici. Je me disais, tiens, bon, bah, peut-être que ça l'intéresse pas, on sait jamais. Hein. Tu peux pas obligé d'être intéressé par tous les auteurs de fantasy qui existent. Allez, bon, celui-là, vous le connaissez, hein, Miguel de Thierry Jonquet. Donc, moi je l'ai lu. Hein, tiens, je suis en train de me dire combien j'en ai lu dans cette liste. Je crois que j'ai dû en lire 2. Bravo moi. Oui, c'est ça. J'en ai lu 2. J'en ai lu 2, mais il y en a quelques-uns qui sont prévus. Voilà. Donc le premier que j'ai lu, c'est celui-ci. Alors moi, j'avais pas été de ouf avec ce roman. En fait, on suit dans cette histoire un chirurgien
qui a une relation un peu particulière avec une femme. Il la contraint à se prostituer et à se laisser humilier et voilà, et donc il regarde ça en plus derrière un miroir, enfin c'est très glauque, très très glauque cette histoire-là, voilà. Donc c'est un peu sa prisonnière, sa chose, quoi, et son réconfort à lui, c'est de la voir souffrir. Et puis, on va suivre aussi un homme, donc là-dedans, qui a été blessé suite à un hold-up qui a mal tourné, et en plus il a tué un policier, et il va aller se cacher, ben, en fait, là où se trouve le chirurgien, hein, si je me souviens bien. Donc voilà, et je crois que c'est lui qui va se réveiller dans une cave. Bon, bref, j'en dis pas plus. Mais moi, je me rappelle que déjà, j'avais pas du tout aimé le twist. C'est le genre de thématique qui me cringe. Alors bon, je sais, c'est 1984, donc forcément, voilà, on n'est pas. Je peux comprendre, mais du coup, voilà, moi, ça y est, je peux plus lire des choses comme ça, donc. Coucou Marion. Alors, je sais que Kim, il a vu le film et qu'il a détesté. Voilà, pour information, parce que Kim est un grand cinéphile. Il a détesté La Piel qui habito. Pourtant, il déteste pas Almodovar, hein, pas du tout, mais celui-ci, il a pas du tout aimé. Enfin, détesté, je sais pas si je peux aller jusque-là, mais en tout cas, il a pas aimé, voilà. Ouais, voilà. Ben, c'est un peu ça, Stéphane, c'est ce que je disais, j'ai pas été de ouf. Alors, j'ai pas aimé le twist, bon, mais après, je me dis, bon, voilà, c'est l'époque, ok. Mais, ouais, voilà, j'ai pas trouvé. Alors, après, voilà, peut-être que pour l'époque, oui, pour les années 80, c'était assez original. C'était assez original bah, il y a un côté thriller, hein, on est au-delà du roman noir pour moi, c'est presque un thriller, mais pour faire plaisir à Stéphane, je vais dire un thriller bien écrit. Mais au-delà de ça, voilà, peut-être que pour l'époque c'était un peu révolutionnaire, je sais pas, mais moi voilà, moi, j'ai pas. Toi t'as adoré Adeline? Moi j'ai pas été de ouf. J'étais déçue en fait, je pense que j'étais déçue, je sais pas. Je m'attendais à un truc génial et au final, voilà, j'ai pas trouvé ça hyper original quoi. Mais bon, ça n'empêche pas, voilà, n'empêche pas de le lire. Si vous le souhaitez, c'est quand même un auteur extrêmement reconnu. C'était en tout cas, puisque malheureusement il n'est plus de ce monde. Alors celui-là aussi, vous devez le connaître au moins de nom, parce qu'il a été réédité il n'y a pas longtemps. C'est Neuromancien de William Gibson. D'ailleurs, j'avais hésité à le prendre à Easy Cash. À un moment, il était à Easy Cash dans cette nouvelle collection là. Mais bon, je l'ai pas pris parce que je suis pas spécialement fan de cyberpunk. Donc voilà, dans ce roman, voilà, on nous dit que on nous dit qu'il est considéré comme le roman fondateur du mouvement cyberpunk, pardon. Donc rien que ça. Donc cyberpunk, hein, c'est quand on est dans un truc de SF un peu enfin un peu beaucoup dystopique, mais avec une technologie très 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 avancée en fait. Voilà. C'est vraiment, ça tourne vraiment autour. C'est presque de la hard science en fait. Ça tourne vraiment autour d'une technologie très très évoluée. C'est ça un peu le cyberpunk, ben, comme Matrix par exemple. Voilà, un exemple, Matrix c'est du cyberpunk. Et donc, il a remporté le prix Nebula du meilleur roman, quand même. Rien que ça. Et en fait, ouais, j'ai oublié de marquer, mais c'est le premier tome d'une trilogie. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Ouais, j'imagine Elsa, ouais. Moi, c'est ce qui me faisait un peu peur. Je pense que on est un peu dans de la. À mon avis, on est un peu dans de la hard science quand même. Donc, voilà. Donc, c'est le premier tome d'une trilogie. Les deux autres tomes, c'est Conte Zéro. Conte, C-O-M-T-E. Et Mona Lisa s'éclate. J'aime bien, j'aime bien le titre du troisième, pour le coup.
Et donc, en fait, on va être dans une dystopie où règne le capitalisme le plus débridé. Donc, on est gouverné par des énormes entreprises, hein, en fait. Et en plus, donc voilà, il y a pas mal de drogues de synthèse qui circulent. Et puis, on fait aussi des modifications corporelles, enfin, des augmentations physiques très précisément. Et alors, c'est marrant parce que dans le Neuromancien, il y a la matrice aussi, voilà. Donc en fait, on va suivre des sortes donc ce qu'on appelle des cow-boys, des cow-boys du cyberespace, c'est des sortes de pirates informatiques qui se connectent au réseau informatique global. Et le réseau informatique global, il s'appelle la matrice. Donc Matrix en VO, voilà. Ils n'ont rien inventé en fait, hein. Enfin, les sœurs Wachowski, en l'occurrence, n'ont rien inventé. Et donc, ça leur permet d'avoir une perception visuelle et sensorielle des données numériques qui composent la matrice. Voilà, bon après je pense que je vais pas trop... ça c'est le contexte en fait du truc. Et en fait ça va se passer, donc l'histoire va se passer en Amérique du Nord, donc dans la Conurb, qui est la plus grande mégalopole du monde. Et on va suivre un de ces fameux cow-boys du cyberespace, donc qui s'appelle Henry. Tellement pas un nom de hacker, mais voilà. Sauf que en fait, il va vouloir doubler son employeur parce qu'il est trop gourmand et son employeur en représailles lui a valu injecter une mycotoxine, donc j'imagine un truc champignon quoi. Russe évidemment, ça ne peut être que russe, hein. Qui va détruire de façon sélective une partie de son système nerveux. Et donc, il va se retrouver incapable de se connecter à la matrice. Et pour lui, il est perdu. Bon, voilà, je m'arrête là pour pas trop spoiler. Ça a l'air cool, hein. Franchement, en vrai, quand je lis le contexte, le synopsis et tout, ça a l'air grave cool. Après, j'ai vraiment peur que ça soit assez difficile à lire. Voilà. Et voilà, Matrix a tout copié. Mais en plus, je crois que j'avais déjà entendu parler de ça, d'ailleurs. Ouais, effectivement, que c'était inspiré de Neuromancer. Ah, tu l'as lu récemment, Mathilde, t'as trouvé la narration très compliquée. Ouais, donc si en plus t'as un bon bagage SF, ouais, ça risque de pas être trop pour moi. Ça m'énerve parce que du coup, je me suis hypée là. En vrai, je me suis hypée. Bon, heureusement, il est plus à Easy Cash, donc je serais pas tentée d'aller le prendre. Ouais, je me suis hypée de ouf. Je sais pas, je pense que c'est parce que le fait que Matrix soit inspiré, le truc de la mycotoxine, là, machin, je sais pas, il y a des trucs là qui me font envie. Salut Stéphane, t'aimes pas la SF, Stéphane? C'est vrai, n'empêche, quand j'y pense, tu te vois pas lire des trucs de SF, de fantasy, tout ça, t'es plus contemporain noir, mais ok, ben, bonne soirée en tout cas. Merci d'être passé. Donc voilà pour... bon, bah écoutez, je prends note quand même de ce que vous dites. Peut-être un jour, si je le retrouve d'occasion, je prendrai, je tenterai, je sais pas, on verra. Je me suis hypée. Bon, Tom Clancy, pareil, il y a quand même pas mal d'auteurs extrêmement connus dans cette sélection. Octobre Rouge, donc vous connaissez, si vous ne connaissez pas le livre, vous connaissez très certainement le film À la poursuite d'Octobre Rouge. Donc on est dans un roman d'espionnage, mais aussi dans un techno-thriller. Alors techno-thriller, c'est thriller autour, donc alors on avait le cyberpunk du coup pour la science-fiction, on a le techno-thriller. Pour le thriller, donc voilà, autour de... Alors, c'est autour de la haute technologie, mais c'est surtout quelque chose d'assez politique, en fait, hein, autour de ça. Voilà, techno-thriller. Ouais, ouais, c'est marrant, Stéphane, hein, que tu sois pas... Mais c'est intéressant, en tout cas. Voilà. Mais il faut s'ouvrir un peu, Stéphane. Je rigole. En vrai, je suis pas très fantaisie non plus, mais bon, j'en lis de temps en temps. J'ai jamais lu cet auteur non plus parce que j'aime pas du tout les romans d'espionnage. C'est vraiment pas mon kiff.
Pourtant, j'adore les trucs politiques, hein. C'est ça le pire, c'est que j'adore j'adore les intrigues politiques. Mais l'espionnage, c'est tellement pas un truc qui me... Vraiment, c'est une thématique politique que je n'aime pas. Salut, la lecture ma passion, bienvenue. Ah, merci, c'est adorable. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Bah, j'espère que ça t'aura aidé. Enfin, aidé, genre que ça t'aura donné des idées de lecture en tout cas. Mais c'est cool que, voilà, que tu sois venu suite à ça. Bah là, écoute, pour la petite précision, je fais une petite émission comme ça, une fois par mois, sur une année, en fait, sur les livres qui ont marqué une année en particulier, voilà. Et puis là, donc c'est Littérétro, donc c'est entre 1950 et 2000. Et là, on est en train de faire 1984, voilà, tout simplement. Et donc, on parlait de Tom Clancy, qui est un auteur assez connu de romans d'espionnage. Et moi, je disais que j'étais pas de ouf. Donc voilà l'histoire. Donc en fait, on suit un octobre rouge, j'allais dire. On suit l'octobre rouge qui est un sous-marin. Putain, j'ai du mal ce soir. Pardon, hein, je l'ai dit au début de live, je suis extrêmement fatiguée, donc voilà, j'ai un peu de mal. Ah, super, merci, la lecture ma passion. N'hésite pas à donner ton prénom d'ailleurs, c'est plus sympa. Mais si t'as un Insta, n'hésite pas à le... Bah, si c'est ça d'ailleurs, j'irai jeter un œil. Si ton Insta, c'est ton pseudo. Toi, t'adores Adeline. L'espionnage. Cours de rattrapage de fantaisie pour Stéphane. Ouais. Non, mais il ira pas. Hein. Il ira pas. Bien tenté, Steph, mais... Merci en tout cas, la lecture ma passion. Ah, Nathalie, encore une Nat. On a les Steph et on a les Nat. Ok, ça marche. Attends, je vais le noter dans mon... Je le note dans mon pense-bête. J'aime bien noter les prénoms pour pas oublier, en fait. Après, ça rentre. Ça finit par rentrer après. Hop. Donc voilà, on suit un sous-marin nucléaire de la marine soviétique, très précisément, donc le fameux Octobre Rouge. Il est plus silencieux que les autres sous-marins. Et il est commandé par un homme qui s'appelle Marco, qui est l'un des meilleurs sous-mariniers de l'URSS. C'est une véritable légende vivante dans son pays. Et le souci, c'est que côté américain, voilà, ils ont noté une recrudescence très importante de l'activité des forces navales soviétiques qui se déplacent vers leurs côtes. Et on va suivre Jack, qui est analyste à la CIA, et donc qui va analyser la situation et qui va conclure que le sous-marin, l'Octobre Rouge, veut s'établir aux États-Unis. Et en fait, il veut apparemment... Ouais, voilà, c'est ça. En fait, le sous-marinier, le fameux sous-marinier, donc Marco, veut trahir son pays pour s'établir aux États-Unis. Le problème, c'est que les Russes vont évidemment pas accepter ça et qu'ils vont se mettre à sa poursuite. Voilà, bon. Clairement, moi, c'est pas du tout pour moi. Mais vraiment pas. En plus, j'en ai un petit peu ma claque des histoires entre les Américains et les Russes. On va pas se mentir. C'est un truc de fou, mon Dieu. La guerre froide, ça m'a tellement saoulée. Ça m'a tellement... Le club des Steph et le club des Nat, ouais. Ça m'a tellement saoulée que... Voilà, j'en peux plus. J'en peux plus. Il y a vraiment une obsession, quoi. Et encore aujourd'hui. Hein. Et encore avant même. Parce que bon, maintenant, là, voilà, il y a Poutine qui a attaqué l'Ukraine et tout ça, machin. Mais même avant ça, putain, les Américains, ils ont toujours eu une obsession pour la Russie. Mais c'est un truc de fou. C'est dans toutes les fictions, tout ce que vous voulez. Toujours les méchants, c'est toujours les Russes. Parfois, c'est les Français. Je sais pas, ils aiment pas les Français non plus. Mais dans 99% des cas, c'est les Russes. Mais calmez-vous. Bref. Ah d'accord, ok, pas de souci alors. Bah tu me diras, tu viendras faire un petit tour, soit
soit dans mon live, soit dans celui de Sèvres. De toute façon, souvent, en tout cas, je suis là, je suis souvent là le soir chez Sèvres, surtout soit après mes lives, soit lundi, mercredi, vendredi. Voilà, tu peux être à peu près sûr que lundi ou mercredi ou vendredi soir, je vais être sur le live de Sèvres. Encore que là, il y a les beaux jours qui arrivent, donc je vais être moins être là le vendredi, mais voilà. La meuf fait tout son agenda. Ouais, les Mexicains, mais les Mexicains, c'est pas pareil, c'est parce que c'est leurs immigrés à eux, quoi. C'est comme nous avec les Marocains et les Algériens, en fait, hein. Mais c'est pas les ennemis, voilà. C'est pas les ennemis mortels qu'il faut abattre et tout ça. C'est vraiment les Russes, quoi. C'est un truc de fou. Mais bon, mais c'est rigolo. Allez, bon, c'est pas tout ça, mais à la base, j'étais censée faire court. Au final, c'est pas court. Donc, un petit essai belge. Alors, je l'ai mis parce que, voilà, 1984, on était obligé de parler de George Orwell. Et évidemment, c'est par hasard si cet essai-là est paru cette année-là, hein, bien sûr. Donc, c'est Simon Leys, qui est un journaliste. C'est un journaliste? Attendez, non, c'est un écrivain. Si. Écrivain, essayiste. Ouais, non, c'est pas un journaliste en fait, autant pour moi. Écrivain, essayiste, critique littéraire, ok. Donc belge. J'avais pas fini la phrase. Bah, qui a fait un petit peu une thèse, hein, sur l'œuvre de George Orwell, hein, voilà, tout simplement. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà. Franchement, il n'y a rien de plus à dire, en vrai. Il n'y a rien de plus à dire, voilà, il parle un peu de ce qu'a voulu dire Orwell dans 1984, etc. Alors, c'est bien parce que faudrait peut-être... Enfin, je sais pas, je l'ai pas lu, hein. Enfin, si, j'ai lu 1984, mais j'ai pas lu Orwell ou l'horreur de la politique, j'avais même pas dit le titre. Donc je sais pas ce qu'il a écrit dessus, mais quand je vois aujourd'hui comment les philosophes, gros guillemets, d'aujourd'hui parlent de 1984, je me dis putain, mais ils ont tellement rien compris au livre. C'est flippant. Bref, voilà, mais c'est intéressant, du coup. Voilà. Tiens, d'ailleurs, il parle de Bernard-Henri Lévy, c'est marrant. Ah, c'est trop marrant parce que je viens de vous dire ça quand même, hein. Je viens de vous dire les philosophes et je pensais justement aux gens comme Bernard-Henri Lévy, je pensais aussi à Michel Onfray, qui c'est qui a Raphaël Enthoven, tous ces mecs-là, là. Et là, il y a une phrase qui dit: le positionnement de George Orwell ne peut pas être confondu avec l'antitotalitarisme libéral d'un Bernard-Henri Lévy, d'un Jean-François Revel ou d'un Michel Foucault. Voilà les fameux philosophes. Donc l'annexion, pour Leys, l'annexion par la nouvelle droite reflète moins le potentiel conservateur de sa pensée que la persistante stupidité de la gauche. Ok. Bon, je vais pas lire Simone Leys. Putain, je rigole trop, quoi. Ah, c'est marrant. Pourtant, c'est intéressant ce qu'il dit, hein, sur le socialisme et tout. Bon, bref, excusez-moi, hein, je dévie parce que du coup, comme j'ai pas eu le temps de m'en occuper tout à l'heure, je suis en train de lire tout ce qu'il y a écrit dessus. Je lirai ça plus tard, hein. Allez, je passe. Donc, là, ça va plus vous parler, évidemment. Donc, bah, c'est le deuxième que j'ai lu dans la liste, hein, La peau sur les os, de Stephen King. C'était obligé, voilà, c'était obligé qu'il y ait un Stephen King dans la liste, évidemment. Donc, il a publié initialement sous le pseudonyme de Richard Bachman. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Billy, qui est avocat et qui est un peu arrogant. Voilà, il se la raconte un petit peu. Et en fait, par accident, il va tuer une vieille gitane. Oui, c'est ça, il va la tuer.
Et le truc, c'est que, bah, comme c'est un grand avocat, il échappe à la condamnation et c'est même carrément les gitans qui vont être expulsés de la ville. Mais en fait, le père de la gitane qui est morte va lancer une malédiction sur Billy. Et Billy va commencer à maigrir. Il va perdre 1 kilo par jour. Alors, comme il était bien en chair, Billy, au début, il va être content, mais après, les ennuis vont arriver. Voilà, voilà, j'en dis pas plus. Ouais, c'est ça, Adeline, les pseudo-philosophes. Ouais, c'est vrai qu'il était vachement bien, La peau sur les os. Moi, c'est pas un des premiers que j'ai lu, mais je l'ai lu quand même il y a très très longtemps, hein. J'ai dû le lire il y a peut-être une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Et ouais, c'était excellent. C'était excellent, La peau sur les os. Tiens, c'est un que je pourrais relire, tiens. Ouais. Ah, il y a quelques King que j'aimerais bien relire quand même, mais on a déjà tellement de choses à lire. En tout cas, voilà. Moi je l'avais adoré, celui-ci. Alors, il n'est pas dans mon top 5 des meilleurs Stephen King, mais quand même, il était sympa. Alors, il a été adapté au cinéma. Honnêtement, j'ai jamais vu le film et je... Ah, quoique, je suis en train de me dire. En fait, je dis ça, mais je suis en train de me demander si j'ai pas vu le film parce que quand j'y pense, il y a des images qui me reviennent en tête, en vrai. Et ce qui est marrant, c'est que le réalisateur du film, il s'appelle Tom Holland, mais c'est pas du tout le Tom Holland qui fait Spider-Man et tout ça, hein. Je crois qu'en 1996, il était même pas né, Tom Holland. Donc voilà, c'est un autre Tom Holland. Spécialisé dans les films d'horreur, voilà, sachez-le. Ah, c'est le réalisateur de Chucky. Putain, Kim, s'il m'écoute, il doit se dire, oh, mais genre, elle connaît pas Tom Holland, le réalisateur, quoi, franchement. Alors que c'est le réalisateur de Chucky, quoi. La nulle. Bref. Toi, t'as bien aimé sans plus. Ok. Moi j'avais beaucoup aimé. T'as lu Christine et Cujo? Ah, tu t'es écœuré avec ça. C'est vrai? Ah, mais non, faut pas s'arrêter là. C'est dommage, c'est tellement bien Stephen King. C'est vrai que ça, il est particulier, mais faut pas s'arrêter à ça, j'allais dire. Oui, voilà, faut pas s'arrêter à ça. En l'occurrence, faut en tenter d'autres. Après, King, il a tellement écrit de genres plus ou moins différents. Il fait pas que de l'horreur, hein, King. Donc après, à voir ce que t'aimes comme genre, et on peut te trouver un Stephen King qui te plaira. Il n'y a pas de raison, parce que c'est un peu dommage, parce que Stephen King, son côté horrifique, tout ça, c'est métaphorique. En fait, il fait passer des messages. Il fait passer énormément de messages, et surtout des messages très humanistes. Voilà, Stephen King, c'est un grand humaniste. Donc, c'est extrêmement intéressant de le lire pour ça, en fait. Du coup, c'est dommage, ouais, de s'arrêter à ça. C'est triste. Et toi, Steph, je te renie. Enfin, non, je te renie pas parce que ça va, tu lis de la littérature asiatique, donc on va dire que ça compense. Mais quand même, j'étais à deux doigts là. Bref, donc voilà. Non, non, mais ouais, faut lire Stephen King. Je pense que c'est vraiment un auteur indispensable, je trouve, dans notre culture générale. Voilà. Ouais, Jesse. Alors, moi, Jesse, c'est un de mes préférés, hein. Clairement, c'est un de mes préférés. Il est pas du tout dans le même genre que ça c'est clair. Mais par contre, oui, il est. Si t'aimes. Alors après, voilà, ça dépend ce que t'aimes ou pas. Parce que Jesse, le problème, c'est qu'il est très introspectif. Pendant tout le livre, on est dans la tête d'une nana, quoi. Faut se dire ça, en fait, hein. Donc, faut accepter le truc avant de le dire. Donc, ça peut être ennuyeux pour certains. Moi, après, voilà, j'ai adoré parce que il y a énormément de choses géniales dans ce roman, en vrai. Mais voilà. C'est le livre que ton copain lit quand il roupille pas. Tu-
Voilà. Mais sinon, après, je sais pas, tu peux tenter Carrie. Carrie, moi, je propose toujours de commencer par Carrie parce que, enfin, toi, tu commences pas, mais tu recommences, on va dire. Mais parce que Carrie, il est court et il y a vraiment l'essence, je trouve, un peu de ce que fait de mieux Stephen King. Voilà, il y a le message. Alors, il y a le côté un petit peu horrifique aussi, mais pas trop. Et puis surtout, on peut facilement s'identifier au personnage. Enfin voilà, donc c'est pour ça que... alors, oui et non, en fait, Nathalie. C'est pas une saga, c'est que, en fait, c'est trois livres. C'est la trilogie féministe, c'est sa trilogie féministe, mais c'est trois livres qui sont totalement différents. C'est pas du tout les mêmes personnages, c'est trois histoires complètement différentes. C'est Jessie, Dolores Claiborne et Rose Madder, mais en fait parce que les trois ont comme particularité de suivre une héroïne qui est soit une femme battue, soit, enfin voilà, une femme en tout cas maltraitée par les hommes et donc qui va se battre contre ça en fait. Hein. C'est ça vraiment les thématiques à chaque fois de ces trois livres. Donc c'est pour ça que c'est la trilogie féministe. Et les trois sont géniaux d'ailleurs. Hein. Voilà. Ah oui, toi tu veux lire, toi Steph, toi c'est ouais, c'est les trucs bien fantasy, bitlit, mais pourquoi pas, hein. Allez, youpi. Allez, je passe à la suite parce que du coup je traîne, je voulais finir à 10 heures. Donc, Le perroquet de Flaubert de Julian Barnes, qui a remporté le Geoffrey Faber Memorial Prize d'ailleurs, et qui avait été sélectionné pour le Booker Prize, mais qui l'a pas remporté. Et en France, il a gagné le prix Médicis, voilà, des essais. Sachez-le. Dans cette histoire, alors là pareil, c'est un peu compliqué. Donc on est sur un truc un peu humoristique en fait. Et on va suivre, donc c'est écrit à la première personne, on va suivre un ancien médecin qui est désormais retraité et veuf, il s'appelle Geoffrey. Et qui va en fait faire un pèlerinage à travers les différents lieux de résidence pardon, de Gustave Flaubert, donc fameux écrivain que vous connaissez tous quand même, hein, j'ose espérer. Et en fait, voilà, c'est un fan de Flaubert et à chaque fois, il va chercher des nouvelles informations sur la vie de cet auteur. Et un jour, pendant une visite de deux musées différents consacrés à la vie de Flaubert, il va constater que chacun des deux établissements revendique la possession du perroquet qui a servi à Flaubert lors de la rédaction du conte Un cœur simple, donc dans lequel un perroquet est longuement décrit. Et en fait, Geoffrey, il va vouloir tirer cette affaire au clair. Donc chaque musée, pour faire simple, chaque musée a un perroquet. Et chaque musée dit c'est ce perroquet, le perroquet de Flaubert. Et donc voilà, il va investiguer. Et en fait, il va découvrir que... Bon non, en fait, je vous dis pas ce qu'il va découvrir finalement, parce que peut-être ça spoil un peu. Voilà. Et c'est raconté de façon un peu humoristique. Voilà. Si vous aimez Flaubert... Est-ce que j'ai lu du Flaubert, moi, déjà? Je suis même pas sûre. Parce que Emma Bovary, j'ai pas du tout envie de le lire parce que voilà, tout le monde m'a dit non, ne le lis pas, c'est pas du tout féministe. Et c'est marrant parce que j'ai vu une petite vidéo il y a pas longtemps qui disait que c'était féministe, mais bon, c'est un mec qui dit ça, donc voilà. Je doubt. Ouais, c'est vrai, Adeline. Pour revenir à Stephen King, tous les personnages féminins de King sont féministes. Ouais, c'est vrai qu'il fait des personnages féminins très très forts, Stephen King. C'est ça qui est bien. Donc ouais, Flaubert, l'éducation sentimentale, bof bof. Ouais, non, j'ai pas trop lu du Flaubert et j'ai pas spécialement envie de le lire. Mais voilà, je voulais le mettre parce que c'est un livre qui a été marquant apparemment.
Alors, La petite fille de la rue Mango de Sandra Cisneros. Je ne sais pas s'il est toujours édité. Donc en fait, c'est une autrice. Donc c'est une autrice américaine d'origine mexicaine. Tiens, on parlait du Mexique tout à l'heure. Et donc ce livre, il est considéré comme un classique moderne de la littérature mexicaine, enfin très précisément de la lecture chicana. En fait, la littérature, pardon. La littérature chicana, les chicanos, donc c'est des gangs de Mexicains, quoi. Enfin, je sais pas comment on peut dire, c'est pas des gangs, mais bref. Tu connais rien, Eva, ne dis rien, voilà. Et donc, en fait, on va suivre dans cette histoire Esperanza, qui est une jeune enfant, qui est d'origine latina aussi, voilà, qui a déménagé de nombreuses fois. Et enfin, sa famille va s'installer dans une maison de couleur rouge, donc dans la rue Mango, d'où le titre. Et en fait, donc voilà, elle joue pas mal avec... elle se fait des amis, en fait, des Texanes qui vivent de l'autre côté de la rue. Et elle va se lier aussi d'amitié avec une certaine Sally. Sally qui a son âge, mais qui porte déjà... Alors, on ne sait pas trop quel âge elle a, mais on se doute qu'elle est assez jeune, apparemment. Mais elle porte déjà des talons hauts, du maquillage, des jupes courtes, etc. Parce que, voilà, et elle commence à fréquenter les garçons. Donc, en fait, elles sont pré-ados, hein, je pense. Mais le problème, c'est que elle va avoir, donc on parle toujours de Sally, hein, elle va avoir des mauvaises expériences avec les hommes, évidemment, et traumatisantes. Donc, on ne dit pas quoi, mais on peut le supposer. Et donc, elle va devoir... Bon, est-ce que je m'arrête pas là? Parce que j'ai peur que ça résume tout le livre. Mais on nous dit donc que ce livre, c'est un livre sur l'adolescence, évidemment. C'est un livre féministe, puisque bah voilà, on le voit avec ce qui se passe pour Sally. Et c'est un livre évidemment sur le racisme et les préjugés raciaux. Voilà, bah oui, forcément, les origines. Alors en plus, si elle a des copines qui sont texanes, j'imagine bien ce qui peut se passer derrière par rapport aux familles, etc. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, les violences envers les femmes aussi, c'est thématique. Voilà, donc beaucoup de thématiques qui m'intéressent. Moi, je connaissais pas du tout ce livre. On nous dit aussi qu'elle a mis pas mal, que l'autrice a mis pas mal d'éléments autobiographiques dedans. Voilà, donc pour le coup, celui-ci, il me tente bien, mais je sais pas s'il est encore édité. Mais c'est un livre qui me tenterait pas mal. Ah oui, c'est ça, c'est les Mexicains des États-Unis. Ouais, bon, voilà. Ils étaient Mexicains, mais après, je savais pas quelle était la particularité. Merci, Adeline. Donc voilà pour celui-ci. Alors, Sanak, à ne pas confondre avec Kanak, que vous devez connaître. Donc, alors j'ai pas mis le titre original parce que le titre original c'est Sanak en fait, hein, mais ils le mettent en... D'ailleurs, c'est quelle langue? Je suis en train de me poser la question. Parce que c'est la tribu Inuk au Canada. Donc c'est une autrice. C'est une autrice Inuk. Alors Inuk c'est un... Ah bah c'est les Inuits en fait, tout simplement. Ok, bah voilà. C'est vrai qu'on les connaît du Groenland, mais il y en a aussi qui sont au Canada et aux États-Unis. Donc c'est une autrice inuite, décidément, dans les sorties, il y avait une autrice inuite, et là, dans Littérétro, il y a une autrice inuite, ça me poursuit. Donc il s'appelle, alors attention, la prononciation, donc c'est Mitiaryuk, je suppose, Napaluk. Et donc, en fait, c'est un roman, ouais, c'est un roman historique, où on va suivre Sanak, alors... On ne dit pas qui est Sanak, c'est bien, ça nous aide pas beaucoup. Sanak et sa famille. Donc c'est une période, donc on est dans les années 30. On est entre les années 30 et l'après-guerre, très précisément.
Et donc, c'est une période où les blancs sont de plus en plus présents, ben, là où en fait, au Nouveau-Québec, hein, enfin, à l'époque, c'était le Nouveau-Québec. Donc, c'est un territoire du nord du Québec, voilà, donc qui s'appelle maintenant le Nunavik. Et en fait, les blancs sont de plus en plus présents dans cet endroit, alors que bon, c'était plutôt réservé aux Inuits, hein. Et donc, on va suivre un petit peu le quotidien de cette famille au milieu de tout ça, voilà, tout simplement. Mais je l'ai mis parce que, ben, voilà, on nous dit que c'est le premier roman inuit à avoir été écrit. Donc c'est intéressant quand même, je trouve. Voilà, alors après, contexte de création. Voilà, donc l'autrice va débuter l'écriture de récits racontant le quotidien de sa communauté dès les années 50 à la demande d'un missionnaire. Et elle va continuer comme ça à rédiger son roman au contact d'un autre missionnaire. Et elle va terminer la seconde partie du roman dans les années 60. Et alors qu'un anthropologue effectue des recherches, donc là où elle vit. Et voilà, donc pour le petit contexte un peu historique de tout ça. Voilà pour celui-ci. Venant bien souvent du Texas. Ah, pour les Chicanos, tu parles? Parce que je pense pas que tu parles des Inuits. Parce que si les Inuits viennent du Texas, c'est bizarre quand même. Donc, Maryse Condé, alors voilà, une autrice que j'aime beaucoup, et donc un roman que potentiellement je pourrais lire aussi. Les murailles de terre, enfin c'est Ségou, les murailles de terre, alors en fait, c'est une duologie. Voilà, c'est une duologie, donc il y a Ségou, les murailles de terre, et Ségou, la terre en miettes, qui est sorti en 1985. Donc, un roman de Maryse Condé qui décrit le lent déclin de l'empire Bambara. Donc, c'est un... Le Bambara, c'est une langue du Mali, c'est une des langues du Mali, en fait. Et donc, il y avait un empire qui s'appelait l'empire Bambara à l'époque. Donc, ça commence au XVIIIe siècle. Et le problème, c'est que, donc Ségou, c'est la capitale de cet empire, et le problème, c'est qu'il y a eu des esclavagistes qui sont arrivés, les colonies, etc. Et du coup, ben voilà, ça va s'étendre donc du XVIIIe siècle, donc la période esclavagiste, jusqu'à l'arrivée des troupes coloniales françaises à la fin du XIXe siècle. Et donc, on va suivre comme ça un peu le déclin de cet empire. Et en fait, voilà, c'est la première saga africaine et elle a rencontré beaucoup de succès. Donc, elle mêle personnages et événements historiques aux péripéties d'une famille de fiction. Donc, voilà, on va suivre la famille. On va suivre une famille dont le patriarche est Doucika, un homme aussi riche qu'arrogant. Et voilà, et on va suivre aussi ses fils qui vont connaître des parcours extraordinaires. Et puis on va suivre un peu les descendants. C'est un peu comme, ça fait un peu comme No Home, vous savez, où on suit à chaque fois une époque différente avec les descendants de la famille comme ça. Voilà. Donc ça a l'air extrêmement intéressant. Moi, Maryse Condé, j'avais adoré Moi Titouba sorcière. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a encore un gros décalage entre moi et le chat. J'espère que ça fait pas comme la dernière fois. Bon, de toute façon, c'est le dernier qui arrive. Et après, on va arrêter. Sauf que là, il n'y a plus personne. Tout le monde est parti. Et donc, le dernier de cette sélection, c'est Software de Thierry Breton et Denis Beneyck. Pas sûr de la prononciation. Donc, c'est un techno-thriller français. Voilà, qui a été traduit dans une dizaine de pays quand même. Donc, dans cette histoire, en fait, on suit Brendan, qui est un enseignant en informatique américain. Donc, ça se passe quand même aux États-Unis, c'est pour ça que ça s'est bien exporté. Un enseignant en informatique
qui va être recruté par la NSA. Et on va suivre aussi Yulia, qui est l'une de ses anciennes élèves, et comme par hasard, devinez de quelle origine est Yulia. Oui, je pense que vous l'avez compris avec le prénom. Elle est soviétique. Voilà, évidemment, en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Et donc, ça débute par, voilà, parce que techno-thriller, donc technologie, mais aussi politique, ça débute par la vente aux soviétiques de la part de la France. Bah oui, évidemment, c'est les Français qui, voilà, c'est pas les Russes, c'est les Français. D'une station de calcul météorologique et des logiciels associés. Et du coup, en fait, on nous dit, alors si je comprends bien, ah, et en fait, c'est les Américains, justement, qui vont prendre le contrôle. Ouais, parce qu'ils ont, en fait, ils ont un contrôle sur les exportations stratégiques vers l'URSS, et donc ils vont pouvoir un peu infiltrer cette base météorologique pour, euh, pour y mettre une bombe logicielle. Et donc, évidemment, la station de calcul, c'est pas une station, mais oui, c'est ça. La station de calcul va tomber en panne. Et donc, en fait, c'est Yulia qui va pouvoir réparer ça. Bon, voilà. Est-ce que je lis tout le synopsis? J'aime pas quand ils mettent tout un résumé au lieu de mettre juste de quoi ça parle, en fait. C'est un peu relou. Parce qu'on sait pas quel est le plot du truc, quoi. Bon, il y a une histoire de service secret soviétique, voilà. Bon, moi, c'est pas pour moi, hein, de toute façon. Soft War, hein, la guerre douce, voilà, bah oui. Donc, en gros, c'est la guerre froide, et là, c'est vraiment l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS de façon détournée, quoi. En gros, par le biais de cette base météorologique, voilà, tout simplement. Je suis pas très vendeuse, là. Ouais, il n'y a plus personne, on n'est que 11. Ouais, il y a des petits bugs encore. Bah, c'est l'enregistrement, je pense. Faut que je fasse le ménage sur mon. Je pense que c'est. En fait, je pense que c'est ça. C'est qu'il faut que je fasse le ménage sur mon PC. Bon, je vais arrêter du coup l'enregistrement. Donc, merci d'avoir suivi ce Litté Rétro qui finalement a été aussi long que d'habitude. Voilà, je pensais que ça serait assez court, mais on a un peu papoté, donc voilà. J'espère quand même que ça vous a plu, même s'il n'était pas forcément aussi intéressant que d'autres Litté Rétro. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir certains livres. Et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que sera la prochaine vidéo pour l'instant parce que il va y avoir pas mal de live sans enregistrement. Donc voilà, ça sera peut-être un bilan lecture aussi, finalement. Voilà, des bisous. Ciao, ciao. Ciao.